procéder autrement, parce qu'on n'arrive pas encore à trouver une solution, donc on va procéder par appel WhatsApp, je vais mettre le micro, on va l'écouter comme ça, on essaye les moyens de bord. Oui, bonjour, tu nous entends? Oui, j'entends. Ok, très bien, on va essayer de procéder comme ça. Alors, on te laisse la parole pour la présentation au sujet de la Russie. Merci. D'accord. Déjà, bonjour tout le monde. Moi, c'est Gilles intervenant pour la Russie. Alors, je vais être bref. Déjà, je vais parler des étapes de la procédure, du profil recherché, de la procédure, la vie dans le pays. Je vais également laisser 15 minutes pour répondre à vos préoccupations. Alors, j'espère que je me fais bien entendre. S'il y a des soucis, il faut faire des remarques. Voilà. Concernant les études en Russie, la Russie aujourd'hui est l'un des pays déjà les plus sollicités parce qu'en termes de durée de procédure, la Russie offre la meilleure durée. Donc, les procédures, je vais mettre d'abord l'accent sur la procédure étude. La procédure étude en Russie, nous la faisons en 3 mois, comme durée. Voilà, le profil aussi, si tout le monde étudie en Russie, donc que tu n'aies pas la licence, mais ce n'est pas toutes les licences qui sont reconnues d'ailleurs, dans les licences d'État des universités qui sont reconnues. Que tu aies le bac, la licence, ou même le doctorat, donc tu peux venir en Russie faire le doctorat. Sur ce côté-là, tout le monde peut venir étudier en Russie. Maintenant, l'âge, pour les étudiants qui ont le niveau bac, le profil recherché, c'est maxi 25 ans. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont plus de 25 ans ne peuvent pas venir étudier en bac. Ils peuvent toujours venir. Mais ça, ce sont les profils les plus recherchés. Maintenant, si tu n'as pas plus de 25 ans, généralement, les profils recherchés, c'est si tu as la licence. Avec plus de 25 ans, tu peux venir étudier facilement. Si tu as le master ou le doctorat, tu peux venir étudier facilement. Les étapes de la procédure, comme j'ai dit, la procédure enlève même juste 3 mois. Et pendant ces 3 mois, nous vous fournissons l'admission, nous vous fournissons l'invitation, nous vous fournissons le contrat d'études. Donc toutes ces choses-ci, admission, contrat d'études, invitation, c'est ça le plus difficile dans la procédure d'études de Russie. Donc c'est ça le plus difficile. Je disais que les étapes de la procédure, nous avons les grands actions les plus difficiles. Les étapes de la procédure, nous fournissons en 1 mois maxi, 1 mois et demi. Nous fournissons les admissions dans les universités, le contrat d'études et l'invitation. Ça, ce sont les documents les plus difficiles pour une procédure. Ce sont les documents les plus difficiles. Alors, quand il y a ces documents déjà à votre possession, le reste est comme un jeu d'enfant. Tout le reste se passe au pays. Et ce qui se passe au pays, ce sont des choses qui ne durent pas maxi 2 semaines et plus. On se prépare pour une demande de visa. Alors, le coût de la procédure en elle-même pour études en Russie, la procédure c'est 1,5 million. 1,5 million, c'est déjà tout inclus. Donc, dans 1,5 million, nous avons, comme j'ai dit, les frais d'admission sont à l'intérieur, les frais de logement, 1 an. Le logement, nous n'avons pas les cités universitaires, dans les cités subventionnées par l'État russe, le monde juridique. Donc, 1 an de logement, 1 an de scolarité. Ici, scolarité, on parle de l'année préparatoire, l'année de langue. Peu importe le niveau d'études que tu as, tout le monde, quand tu arrives en Russie, tu as 1 an de langue. Et tu peux importe, même si tu veux bien faire doctorat ou professorat, tu fais d'abord 1 an de langue. Donc, nous avons, à l'intérieur de 1,5 million, nous avons les frais d'admission, les frais de traduction des documents, les logements 1 an, assurance médicale 1 an,
obligatoire, scolarité 1 an. Les frais que vous allez, les dépenses que vous allez faire au niveau du pays, les légalisations que vous allez faire, le moment venu, on vous dira où est-ce qu'il faut le faire. Les frais d'examen médicaux qu'il faut faire au Cameroun et en Russie, les frais de demande 1, c'est tout ça. C'est 1 million 500. C'est le coût de la procédure en elle-même. Donc, venir étudier en Russie, c'est facile de nos jours. C'est facile parce que déjà la procédure ne dure pas. Elle prend 3 mois et le coût est abordable. Donc, un migrant économique, il peut facilement s'offrir ce luxe. Contrairement à certains pays. En ce qui concerne, vous allez parler, je sais que beaucoup attendent qu'on parle du travail, parce que ça c'est le point le plus important. Aujourd'hui, la Russie est beaucoup ouverte. La Russie, de nos jours, n'est plus la Russie d'avant. Avant, la Russie est compliquée en termes de travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays. Nos présidents africains ont tellement il y a du travail, tellement aussi du travail. Quand je parle du travail, je ne vends pas le rêve. De dire aux gens que quand tu viens là demain, tu vas commencer à travailler. Non, même pour parler travail, il faut au moins les bases de la langue. Donc, il faut un temps pour s'imprimer des réalités sur le terrain. Il faut un temps pour maîtriser la langue parce que c'est pas avec les Camerounais que tu vas travailler, c'est pas avec les Français, ça en russe, avec les Russes, les employés sont russes. Donc, il faut que quand tu te donnes une tâche, tu sois en mesure d'écouter, de comprendre. Donc, en ce qui concerne le travail, ce côté-là, c'est tranquille. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un aussi qui ne travaille pas, sache que c'est lui qui veut. Il n'y a pas de chômage en Russie, les gens travaillent bien en étudiant. Donc, côté travail, c'est tranquille. Mais il faut juste un temps. Quand tu viens d'arriver, il faut au moins se passer 4, 5, 6 mois pour avoir les bases. Pour avoir les bases, parce que c'est le russe. Donc, nous avons parlé d'études et nous avons parlé du niveau de vie en Russie. La Russie offre l'un des meilleurs niveaux de vie. Déjà, les logements sont moins chers. Déjà, vous imaginez qu'on dit que dans 1,5 million, il y a déjà votre logement dans la cité universitaire. Donc, ça veut dire que même les logements en appartement, c'est abordable. Le logement est moins cher, le transport est moins cher. La nourriture, tout le déplacement, tout est moins cher. Dans les niveaux de vie pour l'étudiant, quand il arrive en Russie, il peut, avec une somme de 70-80 000 le mois, et subvient ses besoins parce que dès que vous arrivez, tout est géré. Il n'y a plus que vous allez payer un logement, vous allez payer. Les universités sont comment? Les logements sont collés aux universités, donc il n'y a pas besoin du transport pour aller à l'université. Donc, avec une somme, une petite somme de 70 000, vous subvenez largement à vos besoins de mois. Ça, c'est pour les débuts. Ça, c'est pour les débuts, donc pour les 3, 4, 5 premiers mois que vous arrivez. Donc, en ce qui concerne le niveau de vie en Russie, la Russie aujourd'hui a ouvert le produit. Voilà. J'ai parlé des étapes de la procédure, du niveau de vie et du travail. Voilà, je reste ouvert à vos différentes préoccupations s'il y a un point que j'ai oublié. Merci beaucoup pour ton intervention. Je pense que, Dieu merci, tout le monde a très bien compris. Donc avec 1,5 million, vous pouvez aller en Russie et vivre pendant 1 an. 1,5 million, il y a déjà le logement pendant 1 an, l'assurance pendant 1 an, les frais de scolarité, toute la pension pendant 1 an. Tout ça dans 1,5 million. Je pense que c'est une très belle opportunité. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Qui tient le micro? Je peux donner à quelqu'un. Il y a une question au fond. Alors, il demande par rapport à la langue, est-ce que quelqu'un peut apprendre la langue au Cameroun avant d'aller en Russie? Voilà. Par rapport à la langue, non. Déjà, ça c'est la particularité de la Russie. Les cours de langue se font, même si tu maîtrises, même si tu apprends la langue ici. Parce que déjà, quand tu apprends la langue en Russie, tu as un diplôme. Quand on dit première année de langue, à la sortie de cette année, tu as un diplôme. Et c'est ce diplôme qui te donne accès même au travail officiel. Ça veut dire que tant que tu n'as pas le statut d'étudiant, parce que tu as le statut d'étudiant quand tu finis l'année de langue. Tu vois, en année de langue, tu es comme en année préparatoire, tu n'es pas encore comme un étudiant. Quand tu finis ce langue, tu donnes un diplôme de langue.
une attestation des langues. Et c'est ce que la plupart des entreprises qui recrutent demandent. C'est ce diplôme de cette attestation de langue-là. Donc, si tu fais même des cours de langue au pays, il y a eu des centres culturels. Si tu fais des cours de langue au pays, quand tu vas arriver, parce que la mission, tu reçois la mission en année préparatoire. Et quand on parle d'année préparatoire, on te fait, en fait, même on te fait ce que tu as eu à apprendre juste pour le secondaire, on te fait une révision en langue, on te fait des cours en bien sûr, on te fait le français, tout, on te fait une révision de ce que tu as eu à apprendre durant tout ton secondaire, tu vois. Donc, au pays, même si tu apprends les cours de langue, tu n'auras pas cette attestation. Et cette attestation te permet de travailler dans les entreprises, de travailler officiellement, sauf si tu veux travailler non officiel. C'est les travaux non officiels qu'on ne demande pas cela. Les travaux officiels, on te demande l'attestation de langue. Donc, tu peux apprendre la langue au pays juste pour un plus. Déjà, quand tu arrives là, tu n'es pas perdu, tu as au moins les bases, comment ça va, bonjour, ceci, cela, bon. Ce n'est pas que la langue est incontournable, c'est sûr que tu dois apprendre. Le brevet de technicien, le BT, est-ce que c'est reconnu en Russie? Tout comme c'est une licence d'ailleurs, les universités polytechniques d'État, ils reconnaissent les licences d'État. Oui, licences que vous avez fait dans les universités d'État de votre pays. Dans certaines universités également, et pas toutes, dans le BTS, c'est important, c'est pas licence. Baccalauréat, licence, master, doctorat, c'est ça? Je t'ai pas suivi, on s'est coupé. J'ai eu le baccalauréat, licence, master 2, doctorat. Ok, très bien. Une autre question? Bonjour, moi c'est Arsène André. Je voulais savoir, un étudiant, pendant les jobs étudiants, pour pouvoir tenir là-bas, un étudiant peut se faire environ combien, minimum combien par mois pour subvenir à ses besoins? Et je voudrais également savoir, les cours sont dispensés dans les universités, les cours sont dispensés en russe ou en russe ou en anglais? Donc, un étudiant qui travaille, qui fait des jobs, combien est-ce qu'il peut avoir chaque mois? Et est-ce que dans les universités, les cours sont en russe ou en anglais? Pour un étudiant qui travaille de façon officielle, travaux non officiels, les travaux non officiels, ce sont les travaux du nom à les chantiers. Ça, c'est clair que ça paye plus que les travaux officiels. Donc, il faut pourquoi il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup les travaux non officiels. Les travaux non officiels, comme les chantiers, ça peut payer en moyenne 25 000, 30 000 la journée. En moyenne. Maintenant, le coût va varier en fonction des villes, tu vois. Le salaire va varier en fonction des villes. Il y a des villes chères, il y a des villes chères en Russie, il y a des villes moins chères. Donc, maintenant, pour quelqu'un qui travaille de façon officielle, dans une ville moyenne, il peut gagner en moyenne 450, voire 500 000 le mois. Donc, c'est l'équivalence de. Il peut gagner du coup 70 000 roubles à son salaire mensuel. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui travaille officiel. Maintenant, ces salaires, ça varie. Il y a des entreprises que l'autre va te dire que mon poste, je gagne 80 000 roubles le mois, l'autre va te dire que je gagne 60 000 roubles le mois. Et aussi, ce travail, ça dépend aussi des horaires. Il y a par exemple ceux qui sont en master, ils ont plus de temps de travailler. Donc, ils font ce qu'on appelle les 4 sur 2. 4 sur 2, ça veut dire 4 jours de travail, 2 jours de repos. 4 jours de travail, 2 jours de repos. 4 jours de travail, 2 jours de repos. Parce que quand il peut, il travaille plus. Et quand il prend 4 sur 2, il a un programme chargé, donc il peut gagner un costaud salaire. Par contre, ceux qui viennent en niveau bas, ils prennent un programme ce qu'on appelle 2 sur 2. Ça veut dire 2 jours de travail, 2 jours de repos, 2 jours de travail, 2 jours de repos. Les 2 jours de repos, ils jonglent avec l'école, les 2 jours de travail, ils vont travailler. Ça peut être 2 jours, 2 nuits, 2 jours, 2 nuits. Donc ça peut être qu'ils travaillent la nuit, ils travaillent les 2 nuits, et même ils
il a l'école en journée et puis après 2 jours encore il travaille en journée, ainsi de suite. Tous ces trafics-là, vous comprenez mieux ça quand vous êtes sur le territoire. Donc le salaire varie donc en fonction de ton graphique de travail. Tu vois, mais sinon, la moyenne c'est toujours dans les 400 en montant. Maintenant, là, quand il parle de 400, il faut tenir compte du niveau de vie dont la vie est tellement moins chère que tu peux panier une grande partie. Le deuxième volet de la question, c'est quoi? Les cours se donnent en anglais ou en russe uniquement? Bon, ça dépend de l'étudiant. Sinon, la plupart se donnent en russe. Maintenant, il y a des étudiants qui disent que là, ils veulent baisser les cours en anglais. Les cours en anglais sont plus chers que les cours en russe. Parce que les enseignants, c'est un pays russe. Donc les enseignants russes qui font cours en anglais sont payés plus cher. Donc du coup, le coût de la scolarité pour les études en anglais sont plus chers que le coût de la scolarité pour les études en russe. Sinon, c'est quand l'étudiant, s'il veut faire des cours en anglais, il peut faire des cours en anglais. Il peut même faire des cours en français. Il y a des universités qui ont fait des cours en français, mais c'est un luxe. Ok, très bien. Les stages d'abord ici, ça veut dire pendant les études, est-ce qu'il y a des stages avec les entreprises? Et à la fin des études, est-ce qu'il y a des stages à l'international? Et effectivement, il y a des stages en Russie, mais les stages en Russie, ça va des entreprises russes. Ça va des entreprises russes, il y a des stages. Ça dépend des filières maintenant. Donc, il y a des filières, c'est automatique. Par exemple, je vais prendre l'exemple même sur la médecine. La médecine est très stricte. Du coup, un étudiant qui fait médecine en Russie, il a tout son temps que dans les hôpitaux, il est en stage généralement. Et puis la plupart des temps, même quand il finit les études directement, la Russie essaie de le recruter. Ça, c'est tout le cas de la médecine. Maintenant, il y a des filières où automatiquement, c'est théorie plus pratique. Donc les stages sont offerts par les entreprises russes. Maintenant, en ce qui concerne les stages à l'international, ce sont des étudiants eux-mêmes qui cherchent. Ce n'est pas la Russie qui offre des stages à l'international, non. Ce sont des étudiants, si tu veux aller à l'international, c'est pas eux qui cherchent cela. Je vais donc laisser ce petit bâtiment-là. C'est un petit garçon, il est juste en détail. Voilà. Décaler un tout petit peu. Voilà. Alors, bonjour à tous. Oui, moi c'est Jack Bertrand qui va en fait. Bon, j'ai fait la rencontre de M. Yacine, je vais vous dire, c'était pareil, Instagram, mais comme on dit, centre de scolaire, j'ai cherché moi en fait d'immigrer dans notre pays, parce que vous savez, il n'y a pas de pays parfait pour tout un chacun en fait. Pour aller en France, en Allemagne, Canada, mais ce n'est pas le pays idéal pour vous. Donc j'ai fait la rencontre de M. Yacine, je lui ai dit, bon, je vois, je suis en période de licence, moi je veux aller poursuivre mes études à l'étranger, quel est le meilleur plan pour moi? Bon, il m'a dit, passe à l'agence et on va causer. Bon, comme il n'était pas encore au pays, bon, je suis arrivé à l'agence, c'est qui plaît. Bon, il dit, la Douala, s'il vous plaît, donc j'ai quitté Yaoundé pour la Douala. Donc il faut d'abord être motivé, on commence à faire ce qu'il n'y a pas que nous, la distance, après nous. Bon, on est arrivé, bon, les pays, il y avait 3 pays qui m'ont sollicité, il m'a dit qu'il y a la France, il y a la Belgique, il y a la Russie. Il y a quoi de voir, le pays qui te convient, quoi. Bon, vous savez aussi, pour immigrer dans un autre pays, tout dépend, c'est au moins financier, parce qu'on a un budget. Là, l'étranger, c'est pas facile. Bon, on a commencé pour la Belgique. Vous savez, moi, je suis anglophone de base, donc j'ai d'ici. Que mon équivalent sorte, ça a pris du temps, traîner et tout. Bon, ça avait le stress, ça a pris peut-être 3 mois. Je réfléchis, je dis que bon, si ça va marcher, ça va marcher. Arrivé, bon, l'équivalent s'est finalement sorti, mais les années se dit à passer pour l'année académique 2024 et 2025. Alors, il m'a dit que bon, il y a la Russie qui reste, je paye, bon, moi c'est pas comme si c'était une boîte d'échappatoire. La Russie est un pays, c'est le pays qui forme le plus ingénieux monde entier, premièrement. Donc, on a fait la rencontre, M. Yacine et son partenaire, bon, celui qui a fait la procédure, il va vous expliquer, bon, j'explique juste mon petit parcours. Donc on a pris mon dossier, il va demander en fait, la procédure de la Russie n'est pas tellement compliquée. Il y a 14 parcours, une moyenne et des non. Il demande juste avoir un baccalauréat ou une licence. Et avec un passeport aussi, parce que vous voyagez pour un passeport.
Donc, il m'a dit, envoie ton bac, ton PDP et ton passeport, c'est tout. On va essayer de pousser dans une université. Il m'a dit que bon, pour que les accepter, comme il a dit, il y a aussi différents âges en fait. Quand tu as plus de, je crois, c'est plus de 28 ans, c'est plus de 30 ans, c'est un peu compliqué pour toi. De venir faire bachelor, c'est, vous savez, la recherche c'est LD, donc une licence dans ce doctorat. Et il n'a pas de demi-cycle. Donc soit tu as une licence, soit tu as un baccalauréat pour continuer. La licence c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, pas une établissement, même pas une pièce personne. Donc on a trouvé l'établissement, il m'a dit, bon j'ai déposé des dossiers, il faut que je paye les frais d'admission, c'était à $200 je crois. Et il m'a dit que bon, tu en as 45 jours avant que l'invitation ne sorte. Bon, pendant ces 45 jours, bon, il a fallu se préparer. C'est dès que l'invitation sort, vous devez être prêt au pays, soit la pension, une moitié de la pension. Donc, pendant ces 45 jours, bon, pour dire, ma part n'a pas seulement structurel, ça fait, je crois, un mois, oui, un mois, 2 jours. Mon invitation est sortie, il m'a dit que bon, dès que l'invitation sort, vous avez quelques papas à faire, et je pense c'est quoi, vous prenez votre bac, vous prenez votre licence, vous partez au ministère de l'enseignement supérieur, vous partez le faire certifier. Dès que vous avez fait certifier, vous partez au ministère des Affaires étrangères, au MINREX, c'est à côté de la CHV radio. Vous partez dans le fait légalisé, donc ça dit que le document est reconnu par le gouvernement camerounais et tout. Parce que l'ambassade demande de faire tout ça passer, vous savez, il y a trop de faux diplômes d'ailleurs, donc il faut cette légalisation que votre document soit vraiment reconnu par le gouvernement. En fait. Donc il m'a dit de faire ça, de faire un test juste là-bas, la boîte à prima, juste là-bas. Fait un test de VIH, le gouvernement russe, ils exigent en fait. Fait des santé, juste là-bas, la boîte à prima ou bien centre pacasseur. Un test de VIH. Donc alors, la procédure n'est pas si compliquée, mais c'est ce que je devais faire. Puis je me suis rendu à l'ambassade de la Russie, j'ai en fait légalisé mon document en fait. La légalisation de document c'est 30 400 à l'ambassade de Russie. Donc après tout ce document, il m'a dit bon tu fais j'ai dit 4 photos, il m'a envoyé l'invitation avec la mission, j'y suis allé imprimer. Il y a un formulaire de demande en ligne aussi. Donc on fait le demande en ligne la veille et le lendemain vous rendez à l'ambassade. Et l'ambassade de Russie, je suis 2 jours. Donc mardi, jeudi de chaque semaine, mardi, jeudi de chaque semaine, mardi, jeudi de chaque semaine. Donc ma part, on a fait ma demande en ligne, mercredi, puis passé mercredi, on a fait la veille. Il a rassemblé le document qu'il fallait. Le matin, comme je l'ai dit, il m'a dit non, va très tôt passer pour que tu puisses passer. Donc je l'ai dit que je viens à 6h et je crois déjà une foule de personnes dormir sur place. J'ai dit que les gens, ça, peut-être vraiment c'est pas bon. C'était pas facile pour décoder. C'est juste d'arriver là-bas. Il n'y a pas de gens en ligne, donc tu vas arriver sur place, et puis pour que tout le monde. C'est pas cher, 65 ans. Donc quand vous arrivez au là-bas, c'est pas facile d'essayer de faciliter, les gens sortent que la gens prennent votre nom. Arrivé dedans, il y a un deuxième contrôle quand vous entrez à l'ambassade, monsieur qui vérifie tout vos dossiers, si vous avez tout pris, si vous avez rien oublié, si vous avez bien dit, il manque ça, il manque ici, il manque ici, vous allez chercher et tout. Bon, l'ambassade de Russie, c'est fait la particularité, c'est qu'ils ont mis en place de faire en sorte que un visa scientifique. Il y a un visa normal et il y a un visa express. Le visa normal, ça prend autour de 10 jours, comme ça, 10 à 13 jours. Le visa express, c'est 24 heures, vous avez compris, bien plutôt 3 jours après, vous avez compris. Donc, je dis là, je suis rendu à l'ambassade, je suis passé, j'ai déposé. J'ai fait un visa express. Bon, les questions aussi qu'on pose à l'ambassade, vous savez, c'est pas facile de rencontrer un agent consulaire, quoi. Parce que d'autres personnes stressent, tu commences à oublier ce que tu connais aussi, quand tu poses des questions, ce que tu vas faire, pourquoi tu étudies ça. Parce qu'il m'a posé des questions en fait, pourquoi tu parles aussi, pourquoi est-ce que tu as choisi ta filière là, pourquoi pas aller dans l'autre pays, tu as combien de temps là-bas. Bref, il m'a posé déjà des questions. Donc si tu es quelqu'un de stressant, tu peux t'oublier dès que tu commences à cette part. Quand on devant un agent consulaire, que ce soit pour n'importe quel ambassade, ou par exemple en France, Canada, États-Unis, c'est pas trop. Quand on devant un agent consulaire, on va essayer de garder tout ça fois parce que, comme je disais aux gens, il m'a dit qu'on sent les êtres humains, ils ne m'ont pas fait manger en fait. Et l'agent consulaire n'a
d'un bénéfice de vous faisait un visa. Donc quand vous avez un agent consulaire, essayez juste d'être vous-même, de connaître bien votre dossier aussi, parce qu'il faut que la personne qui vous accompagne puisse bien vous expliquer le dossier, en fait, ce qui est dedans, le nom de l'université, le nom de la pension, ce que vous allez dire, tout en fait. De maîtriser votre dossier, parce qu'il peut y avoir des questions pièges qu'on vous prend, parce qu'il y a un autre, il était perdu, là j'ai rapport et tout, là commencé à payer, mais là c'était une question piège. Pourtant, effectivement, l'ingénierie informatique, pas être fait dans l'université, là existait, mais l'agent consulaire voulait sur le test en fait, et il a commencé à être perdu. Ça, moi, je ne sais pas comment ça fait, mais c'était pas bon pour lui. Donc, c'était un peu ça mon expérience avec la Russie. Côté stressant, bon, c'était pas facile parce que pendant la première attente de l'invitation, en fait, vous commencez à réfléchir, vous commencez à trouver des solutions. Et laissez-moi vous dire aussi un truc que je ne sais pas si c'est moi seul, mais quand vous avez commencé à vous engager dans cette histoire, vous ne serez plus le même jour là-dessus. Donc, je sais pas, avant je dormais vers 2h, 8h du matin, non-stop, mais depuis que je me suis lancé dans ce truc, je sais pas, il y a un temps dans la nuit, tu dors, je dormais, tu dormais encore. Donc, en fait, vous n'êtes plus vous-même, parce qu'il y a des activités en journée, soit vous devez aller à l'école, vous partez à l'école normalement, vous devez continuer l'école, ça c'est sûr, parce que l'école avant que si ça rate, vous devez continuer l'école comme vous. Donc, il faut vraiment gérer tout ça, quoi. Gérer l'école, gérer la procédure, réfléchir, donc c'est pas facile, non. C'est juste de garder votre sang-froid, mais là-dessus, c'est le l'invitation. C'est un peu ça. Et ça, c'est pour les études uniquement. Maintenant, si quelqu'un veut partir pour le tourisme ou bien autre chose, il doit faire une réservation. Peut-être avoir aussi l'invitation d'une personne qui y vit, ou alors une réservation dans un hôtel, un organisme d'accueil du tourisme. Voilà. Donc, je vais dire merci une fois de plus à Kevin et l'inviter à s'asseoir.